Ça se retrouve pour le dernier exo pour aider Lina à passer son examen qu'elle va tuer ça. Donc l'exercice est le suivant. On a une petite masse ici qui est reliée à un ressort qui est là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer sur le ressort dans ce sens-là. Donc on sent directement, comme on va compresser le ressort, que ça va pousser la masse dans l'autre sens, d'accord ? Et en fait, quand elle arrive à l'origine des distances ici, imaginons qu'en fait il y a un petit système magnétique qui colle le ressort à l'aimant, et bien quand il passe l'origine de l'axe des abscisses, et bien la force magnétique est rompue, et du coup en fait la masse elle va continuer seule, sans cette liaison avec le ressort sur un arc de cercle. Et l'objectif est de savoir jusqu'à quelle distance il va monter, en fait, jusqu'à ce qu'il tombe. Enfin oui, juste là, à quelle distance il va monter, quoi. Est-ce qu'il va monter par là, est-ce qu'il va monter par là, en fonction de la force, enfin la force, c'est-à-dire en fonction de la compression du ressort. Donc attendez que je retrouve un coup la consigne. On sait que la masse, elle fait 0,18 kg. Le rayon du cercle, il fait 35 cm. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre ? Lorsque ici, en fait, on peut appeler S la manière dont le ressort se comprime, et quand S égale à 0, il est détendu. En fait, je pense que, avec la traduction, ça a peut-être fait quelque chose de bizarre, mais en gros, ça nous dit que la longueur au repos du ressort, elle est nulle. Ça, c'est quand même important. Et on tire le ressort d'une distance de 12 cm. Ok ? Voilà, et on nous donne la constante K de raideur du ressort. Donc cet exercice est un peu plus délicat que les deux autres, dans le sens où il faut penser à plusieurs choses. En fait, il faut vraiment voir ça comme deux exercices compris en un. C'est-à-dire que tu vois bien que tu vas voir en fait deux parties concernant l'évolution de ton système. Tu vas voir une partie juste ici où ton système, l'évolution de ton système va être dictée par la loi de Hooke, donc où tu as une masse, c'est-à-dire la loi qui relie la force d'un ressort c'est juste cette loi-là, quoi, F égale moins kx. Et dans un second temps, comme le ressort se détache de la masse, on va juste avoir cette petite masse qui évolue librement sous la contrainte du poids évidemment, et de la réaction normale, mais ça on va y venir quand on y fera le bilan des forces. Donc tu vois vraiment qu'il y a deux passages dans cet exercice vraiment distincts, et ça c'est important je pense avant de commencer l'exercice, de bien comprendre ça, quoi. De se dire que ton l'évolution du mouvement de ton système est vraiment en deux étapes. Une première qui est dictée par la présence du ressort, et une autre qui est dictée par juste, si tu veux, une évolution due au poids sur ton système, quoi. Et donc, si tu essaies même de réfléchir un peu plus à ce qui va se passer, tu te dis en fait, mais à quoi ça sert de le lier. Attends, est-ce que je peux effacer cette merde ? À quoi ça sert de mettre ce ressort ici, quoi ? Parce que ce qui nous intéresse au final, c'est la position finale de la bille. En fait, si tu veux, on pourrait très bien remplacer le problème, effacer tout ce qu'il y a là, et juste balancer ici une vitesse initiale à ta bille. Puisque, en fait, on va voir qu'une fois que l'évolution dictée par le ressort est finie, ça a juste pour conséquence de donner une vitesse initiale à notre petite bille qui va monter ici. Donc c'est important, je pense, avant de commencer l'exercice, de prendre un peu le temps de s'imaginer physiquement l'expérience, quoi, qu'est-ce que ça donne, de bien décomposer les étapes. Et donc maintenant, on va procéder en deux parties, évidemment, puisqu'il y a, comme je l'ai expliqué, deux grandes parties justement à l'évolution de ce système. Donc première partie, on considère
Considérons l'évolution du système. Pour x négatif. Parce que donc j'ai mis l'origine des positions ici. Bon, j'ai peut-être un peu mal fait le schéma, mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, on peut le refaire de cette manière. C'est juste qu'ici, il y aura la petite bille. Il y aura la petite bille ici. Nous, on met le ressort là. Et donc voilà. C'est-à-dire que là, on va tirer le ressort ici, de sorte à ce que la masse, elle arrive ici. Tu vois. Donc là, on va faire un sort d'autres sorts. Et donc là, on va avoir une évolution pour la masse allant de là à là, quoi. Et donc on fait cette évolution. Comme d'habitude, tu commences par définir ton système. Désolé, je ne suis pas très clair, il est un peu tard là, j'ai l'impression d'être un peu cafouillé dans mes explications. Système, évidemment, là c'est la bille, enfin c'est la masse, enfin la bille si tu préfères. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc pour cette première partie, donc quand x égale à 0, bilan des forces, on fait toujours la même chose. Quand x est négatif, on a quoi? Eh bien, comme pour l'exercice de la voiture, tu sais, avec la citerne qui coule là, tu vois que la physique suivant l'axe Y est totalement inintéressante. Je le répète bien, c'est important, totalement inintéressante pour la section qui a X négatif, puisque ici tu vois bien que tu vas avoir une composante suivant Y, mais pour les X négatifs, tu as uniquement un mouvement unidimensionnel. Donc, suivant cet axe X, quelles sont les forces? Puisqu'on va laisser tomber la réaction normale et le poids ici, puisqu'ils ne vont pas entrer en jeu dans la dynamique, puisqu'elle est que suivant une dimension qui est celle X, je le répète. On a quoi? On a bien uniquement la force de rappel du ressort, qui vaut, donc on la projette directement, moins K fois X. Donc maintenant, on résout les équations du mouvement pour ceci. Donc ça nous fait, on remplace, on utilise la seconde loi de Newton, qui nous dit que la masse fois l'accélération. L'accélération, à se rappeler, c'est la dérivée seconde de la vitesse, donc où point, c'est égal à d2x à dt2. J'espère que tu connais cette notation. Sinon, c'est juste une notation, quoi. X point, c'est dx à dt. Voilà. Donc, on a la masse fois l'accélération, donc x point, voilà, est égal à moins kx. Donc ça, on reconnaît très bien. Enfin, j'espère que c'est dans ton cours, j'imagine. Hein. Donc en simplifiant un peu, tu te retrouves avec x point plus k sur mx égale à 0. Et ça, tu sais bien, c'est un ressort, tu as une masse qui est accrochée à un ressort. Bah ça, c'est juste un oscillateur harmonique. Si tu veux, si ta masse, elle était accrochée en tout temps à ton ressort, ta masse, elle ferait juste... Et donc, imagine, tu comprimes le ressort de telle sorte à ce que la masse soit là. Et bien, ta masse, elle va faire boum, 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 enfin, sur le même plan, hein, mais là, juste pour mieux voir. Donc, elle va aller de gauche à droite, c'est un oscillateur harmonique. Donc ça, on connaît bien les solutions. Quelles sont-elles? Eh bien, elles sont de la forme, j'espère que ça aussi c'est dans ton cours, x de t, c'est égal à a cosinus de oméga t, je vais te dire ce que c'est oméga dans un instant, plus b sinus de oméga t. C'est quoi oméga? C'est juste une notation, oméga c'est souvent le nom donné à une pulsation, une fréquence, tu vois. Eh bien c'est tout simplement racine de k sur m. Voilà. J'espère que tout ça c'est dans ton cours, sinon bah, tu peux encadrer tout ça. Donc ça c'est la solution d'un oscillateur harmonique qui oscille avec une pulsation oméga qui vaut racine de k sur m. Voilà. Donc maintenant pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut juste savoir, si tu veux, comme je t'ai dit, la vitesse qu'aura la particule quand elle va entrer, si tu veux, la seconde partie de notre étude, c'est-à-dire qu'elle va juste glisser sur l'arc de cercle. Donc maintenant, on détermine ces constantes A et B, hein, qui restent à déterminer. Pourquoi on a deux constantes? Parce qu'on a une équation différentielle d'ordre 2. Comment tu fais ça? Comme d'habitude sur les problèmes précédents, tu essaies d'évaluer dans des temps où tu connais des valeurs, et bien tu sais quand t égale à 0, x de t égale à 0, c'est donné par l'énoncé, c'est égal à moins 120
millimètres, donc c'est-à-dire à moins de 0,12 mètres. Ça, c'est juste donné par l'énoncé, puisqu'on te dit qu'on contracte le ressort, et donc on met bien un signe moins ici, puisque tu vois qu'on est dans la zone négative des x. Ok. Ça, tu sais que c'est moins 0,12, et ça, tu remplaces t égale à 0 dans cette équation-là. Donc ici, tu sais que sinus de 0, c'est 0, tu sais que cosinus de 0, c'est 1, donc ça va juste te donner a. Du coup, là, tu as directement ton résultat, que a, c'est égal à moins 0,12. Ok. Maintenant, que veux-tu d'autre? Tu sais qu'à x, que la vitesse au temps initial, elle est nulle. Donc tu sais que x de t point égale à 0, c'est 0. Qu'est-ce que c'est x point? Eh bien c'est facile, tu prends ton x de t, tu le dérives par rapport au temps. Tu vois qu'ici, quand tu dérives ton cosinus, ça va te donner un sinus, ça va te donner moins oméga sinus oméga t. Sauf que ça, tu sais directement que le sinus il s'annule en 0, donc il n'y a même pas besoin de l'écrire en fait. Le seul terme intéressant, ça va être le sinus, qui va se transformer en cosinus, donc si tu veux ce terme-là, il s'écrit donc b oméga cosinus oméga t, et ça il faut l'évaluer en t égale à 0, sauf que tu sais que cosinus de 0 c'est 1, du coup ça te fait juste b oméga. Et donc je le répète, là en fait j'ai juste dit, si tu veux c'est un petit trick pour aller plus vite, mais si tu as du cosinus, tu sais que ta dérivée, elle va te donner un sinus, et que si tu l'appliques en 0, si tu atteins 0, ça va te donner 0, donc de toute manière, ce terme-là, il va se barrer. Bon, si tu n'aimes pas ce genre de raccourci, tu peux juste écrire ta dérivée très proprement, en écrivant tout, en disant que donc, la dérivée de cosinus, c'est moins a oméga sinus oméga t, plus b oméga cosinus oméga t. Voilà, et là directement tu remplaces par t égale à 0, tu vois que ça donne 0, tu vois que ça donne 1, du coup il te reste b oméga. Ok. Donc on sait par ailleurs que oméga est non nul, ça implique que b est forcément égal à 0. Ok, tu comprends? Parce que donc si oméga est différent de 0, si tu veux simplifier par oméga, tu divises de chaque côté, ça donne b égale à 0. Ok, cool. On a notre équation du mouvement pour la partie dictée par la loi de Hooke. On a donc x de t est égal à moins 0,12 cosinus oméga t. Trop cool. Et donc je le répète, pourquoi on a fait ça? Pour savoir initialement la vitesse d'entrée de la bille dans notre seconde phase du mouvement. Si tu veux, une fois qu'on a cette vitesse, on peut complètement oublier l'évolution du mouvement qui a été passé. Si tu veux, comme je t'ai dit, on peut, en fait, ce ressort, il ne sert qu'à donner une vitesse initiale. Le problème aurait été exactement le même si on t'avait dit, on a juste un arc de cercle. Ouais, enculé. On a juste un arc de cercle sur lequel on fait rentrer... on envoie une bille avec une vitesse initiale. Ça aurait été exactement la même. Mais là, j'imagine, voilà, ils veulent juste que tu décomposes bien les choses. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on veut savoir la vitesse, donc x point, de t, étoile. Donc, je mets t étoile parce que c'est un temps pas quelconque, c'est un temps particulier. En fait, on veut trouver la vitesse lorsque x de t est égal à 0. Donc, bon, c'est peut-être... ok, j'attends, je m'y reprends un coup. Mais comme je l'ai expliqué, on veut trouver la vitesse quand x de t est égal à 0. Du coup, on résout x de t est égal à 0. X de t étoile, pardon. Ça va nous donner justement le temps auquel ta bille va toucher l'origine. Ok. Désolé si j'étais un peu cafouilleux. Donc là, je me répète. On a notre ressort qui évolue comme on a notre système qui est la bille, qui évolue comme un oscillateur harmonique jusqu'à ce qu'il touche l'origine. Donc toucher l'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta position en x, elle est nulle. C'est ce qu'on a écrit ici. Ta position en x, elle est nulle. On veut savoir à quel temps, eh bien, ceci est vérifié. Quelle est la durée qu'il faut attendre à partir du temps initial pour que ta particule touche l'origine. Eh bien, on résout en fait. Donc là, on a notre temps qui est égal à... On cherche ce t étoile. Et tu sais bien que ton cosinus, il va s'annuler lorsque
l'argument de ton cosinus, il vaut pi sur 2. Donc tu cherches oméga t étoile est égal à pi sur 2. Donc ça te donne t étoile est égal à pi sur 2 oméga. Évidemment que tu aurais tous les multiples, tu aurais 2 pi plus pi sur 2, puisque tu sais tout aussi bien que moi que le cosinus est 2 pi périodique. Mais là, on cherche le premier temps à laquelle si tu veux, la masse passe l'origine, et c'est celui-ci. C'est quand k il vaut 0, en fait, si tu préfères. Hop. Donc là, on a notre temps. Et maintenant, à quoi il sert ce temps? À trouver justement la vitesse à ce temps si particulier, si tu veux. Puis c'est le temps à partir duquel on a traversé l'origine. Donc x point de t étoile, donc là on va juste dériver la formule de la position, donc on sait que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça va nous donner 0,12 oméga sinus de oméga t étoile. D'accord. Donc ça c'est notre vitesse initiale, qui est importante. Donc en fait si tu veux, toute cette première partie, elle te sert juste à trouver quelle est la vitesse initiale de ta masse lorsqu'elle va entrer dans ta bille, parce que donc tu te doutes bien que plus ta bille elle va vite, plus elle va pouvoir aller haut sans se casser la gueule. Tu vois, imagine ta bille elle va à, je sais pas, 1000 km/h, elle va faire plein de tours avant de tomber, tu vois. Alors que si elle va à, je sais pas, 3 km/h, s'il faut elle va monter là, et boum, elle va se casser la gueule. Donc tu vois bien que l'angle à laquelle elle va tomber, puisque c'est l'angle qu'on cherche, dépend de manière très forte de ta vitesse initiale. Ok. Donc, on a nos bails. Donc on sait que aussi juste oméga t étoile, tu sais ce que ça vaut, puisque t étoile on l'a juste au-dessus, ça vaut pi sur 2 oméga. Sauf que tu sais que sinus de pi sur 2 ça vaut 1. Du coup on a 0,12 oméga. Ok, ou on le rappelle, oméga, c'est racine de k sur m. Voilà, on le rappelle. Donc là, on a notre résultat final. Donc la vitesse initiale, la vitesse à laquelle ta bille elle rentre, c'est bien 0,12 oméga. Top. Maintenant, deuxième partie. Lorsqu'on est plus connecté, lorsque l'on n'est plus connecté au ressort. Ok, je m'excuse parce que là je viens de remarquer une petite imprécision parce que j'ai dit que c'était pour les x négatifs, sauf que en effet ta bille elle peut revenir ici, et donc elle va avoir une position négative, mais en fait ce que je veux dire c'est juste la première partie c'est considérons l'évolution du système régi par le ressort en fait. Enfin, je pense que tu l'avais compris. Voilà. Deuxième partie, lorsque l'on n'est plus connecté au ressort. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on procède de la même manière, notre système c'est toujours la bille et on fait notre bilan des forces. Bilan des forces. On a seulement le poids qui vaut mg, qui vaut à moins, enfin mg si tu veux, suivant moins EY. Moins EY. Et tu as la force normale, enfin la réaction, qui vaut R, suivant ER. Et là, je vais me dire, attends, enculé, qu'est-ce que c'est ER? Eh bien, là, on travaille juste avec deux systèmes de coordonnées. On a un système de coordonnées cartésien, qui est celui-ci. C'est pas très beau, mais on a EX, EY. Okay. Et on a un système de coordonnées polaires, qui est dessiné juste ici. On a ici ER, et ici Eθ. Donc ER, il va toujours dans le sens de ton rayon, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur, et Eθ dans le sens, excuse-moi, là il y a un θ qui manque évidemment, et Eθ il va dans le sens où θ augmente, si tu veux. Si θ augmente en allant par là, alors Eθ est dans ce sens. Voilà. Ok. Donc, seconde loi de Newton, toujours,
pourquoi en fait, pourquoi là tu te dis que tu veux faire une seconde loi de Newton? Bah, c'est un peu tout ce que tu peux faire en fait ici, tu vois ce que je veux dire? T'as pas trop d'autres choix, tu sais que tu veux trouver une vitesse, et donc il faut que tu te démerdes pour faire sortir du V ou du θ point, parce que tu sais que bah, V c'est égal à R θ point. Ok, donc procédons. Deuxième loi de Newton. Tu sais que la masse fois l'accélération, ici on n'oublie pas que l'accélération est un vecteur, contrairement à ici où j'ai directement projeté sur x, parce qu'on avait un mouvement unidimensionnel, ici on a un mouvement suivant deux dimensions. Donc on a la masse fois l'accélération qui est égale à la somme des forces extérieures, c'est-à-dire moins, pardon, donc là j'ai fait une erreur, c'est R suivant moins ER. Hein, tu es d'accord avec moi, puisque ici on va dessiner les choses, ça va être mieux. Ici on a le poids, on a P, et ici, ah oui, j'ai choisi R, c'était peut-être pas très malin, donc je vais appeler ça N. Je vais appeler ça N. N. N, N. Tu vois que c'est suivant moins ER. Voilà. Maintenant, donc c'est égal à mg y et moins n ER. Donc je pense que puisque tu as le droit à un formulaire, sur ton formulaire il y aura sûrement la formule de l'accélération en polaire, mais sinon tu peux te souvenir donc qu'en polaire on a OM, donc c'est-à-dire le centre de ton cercle jusqu'à ta bille, tu peux juste écrire ça comme RER. Ok. La vitesse, ça va être comme R ne varie pas. Là, il faut se souvenir en fait que ER c'est égal à R à θ point Eθ. Enfin que la dérivée de ER, pardon, c'est égal à θ point Eθ. Donc la vitesse, c'est égal à R θ point Eθ. Et pour passer de là à là, tu te souviens que la dérivée de Eθ, c'est égal à moins θ point ER. Ok. Donc l'accélération, elle vaut quoi? Elle vaut R θ point Eθ plus moins R θ point au carré ER. Donc ça, j'imagine que ça sera directement sur ton formulaire, mais si tu veux le retrouver, en gros, il faut juste apprendre ces formules par cœur. Ça prend un instant. Voilà. On est bon, donc là, on a juste à écrire les choses. Donc on peut donc, on voit qu'ici, on va avoir une accélération qui est suivant Eθ et ER. Ici, n est suivant ER, donc c'est génial. Mais ici, on a du EY. Donc ça, c'est chiant. Il faut projeter EY dans le système de coordonnées. Donc on va refaire la figure. On sait que on a ça, un point, un autre point. Ok. Là, tu as ER. On va prendre des couleurs. Là, tu as ER. Là, tu as Eθ. ER. Et là, tu as EY. Là, tu as EY. Et là, tu as θ. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est seulement la projection de EY sur ER et Eθ. Tac, 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 tac. Donc on voit que la projection... Bon, là, j'ai mal fait. Enfin bref. Ici, ça va être la projection suivant ER. Et ici, ça va être la projection suivant Eθ. Donc comment tu fais ça? Ce petit bout là, on a déjà fait ça. Tu sais que le cosinus de θ, c'est égal au côté adjacent. Donc c'est ce que tu cherches en fait. Donc c'est ce petit bout rose là. C'est ce que tu cherches sur 1 en fait, puisque la norme d'un vecteur unitaire c'est 1, d'accord? Donc tu sais juste que ta projection suivant de EY sur ER, c'est égal à cos θ. Et ta projection de EY sur Eθ, tu sais que ça c'est le sinus, ce gros morceau noir là, enfin en vert si tu préfères, ce gros morceau en vert, il correspond au sinus de θ, puisque toujours je le répète, la norme de EY c'est 1. Et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu sais que EY, en gros, ça va être égal à EY scalaire. Bon, peut-être que là, je vais t'embrouiller, mais E scalaire, EY, ER, suivant ER.
plus EY E θ suivant Eθ. Et donc, on a EY, donc ça c'est le produit scalaire, en fait, il correspond juste à la projection. Du coup, comme on l'a dit, EY scalaire Eθ, ça fait ce petit morceau rose-là. C'est égal à cos θ. Parce que cos θ ER. Pourquoi? Parce que oui, tu peux directement faire tes projections comme ça si tu veux, quoi. Parce que la formule du... Peut-être, bon là, putain, je m'égare un peu, je suis désolé, je suis fatigué, je vais pas trop au but, mais peut-être que ça te fait du bien aussi de revoir ça. Que le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est norme de A, norme de B, fois le cosinus entre les deux. D'accord? Donc la norme de A, ici on travaille qu'avec des vecteurs unitaires, la norme de A c'est 1, la norme de B c'est 1, donc il te reste le cosinus de θ. Donc la cosinus l'angle entre EY et ER, c'est bien θ. Par contre, tu remarques que l'angle entre EY et Eθ, c'est pi sur 2 plus θ. D'accord? Donc tu as que EY scalaire Eθ, c'est égal à norme de EY qui vaut 1, norme de B qui est norme de Eθ qui vaut 1, fois cosinus de θ de pi sur 2 plus θ. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins sinus θ. D'accord? Donc là, il y a un moins qui va sortir. Donc, bon, je suis pas très fier de moi là sur ce bout, c'était peut-être un peu embrouillant. Enfin, j'espère que ça n'était pas, mais en gros, tu dis juste en gros cette formule. Hop là, celle-ci. Et tu fais juste bien attention à prendre l'angle entre donc, ton premier vecteur A et ton deuxième vecteur B. Ici, dans un premier temps, on a notre angle entre EY, entre EY et ER, c'est bien θ. Mais par contre, notre angle entre EY et Eθ, c'est θ plus, là, tu as un angle droit, pi sur 2. D'accord? J'espère que l'explication te va. Voilà. Donc maintenant, on projette tout. Enfin, on écrit tout dans la base polaire. Donc on a dit que l'accélération, c'était R, θ point point, Eθ, moins R, θ point carré, ER, égale moins mg. EY, on vient de dire que c'était cos θ suivant ER, moins sin θ suivant Eθ. Ok. Moins n suivant ER. Donc ça, c'est nickel. On projette sur nos différents axes. Donc on a suivant ER, moins R, θ point carré, ER. Donc là, on prend tout ce qui est en ER, moins mg cos θ, ER, moins n, ER. Ok. Moins mr θ point carré, ER. Qu'est-ce que je fous? Je fais de la merde. mg cos θ, ER. Donc là, attends, là, il y a un moins, on est bon. Là, il y a un moins, on est bon. Là, il y a un moins, on est bon. Ok. Et ensuite, on se chope le terme en Eθ, donc mr θ point point, égale mg sinus θ. Ok. Et donc là, moi, je te fais l'exercice comme je l'aurais fait moi. J'ai vu qu'un peu dans ta correction qu'ils font différemment, mais là, comme j'aurais fait moi, je vois que j'ai ce genre de choses. Ensuite, je me dis, ok, quelle est la condition à partir de laquelle la masse n'est plus sur l'arc de cercle? Eh bien ça veut dire qu'elle se décolle de l'arc de cercle. Qu'est-ce que ça veut dire se décoller de l'arc de cercle? Ça veut dire que ta bille, elle n'appuie plus dessus. Sauf que si tu n'appuies plus, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que ta réaction est nulle. D'accord? Donc on cherche en fait le θ étoile. On cherche θ étoile tel que n, puisque n donc dépend de ton angle, tel que n de θ étoile égale à 0. D'accord? Donc ça, on le réinjecte dans ce qu'on a là. Ça te donne donc, on simplifie les moins, mr θ point au carré égale mg cos θ. Magnifique. Et donc θ étoile, hein, toujours. Parce que c'est ce θ particulier à partir duquel la bille n'appuie plus sur l'arc de cercle. Égale mg sinus de θ étoile. Et là, quand t'arrives à quelque chose comme ça, tu dis putain,
pas évident, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Je dois résoudre l'équation du mouvement pour θ de t pour savoir comment ça évolue, mais c'est vraiment pas évident parce qu'on te donne pas, on te dit pas que θ est très petit devant 1, du coup tu peux pas faire de développement limité pour simplifier ton sinus et retrouver, si tu veux, un oscillateur harmonique par exemple. Donc là tu dis merde, je pense qu'il. Enfin moi, en voyant ça, je me dis, il me manque quelque chose, tu vois. Genre là, ça va être trop compliqué, c'est trop compliqué pour moi, actuellement, de résoudre ces équations différentielles, tu vois. C'est très dur. Là, t'as une équation différentielle d'ordre 2, enfin, une dérivée seconde en temps, là, t'es un sinus, tu dis, putain, merde, ça va être balèze, tu vois. Donc là, comme t'es fainéant parce que tu fais de la physique, tu dis, merde, mais je pense que je suis passé à côté de quelque chose. Et tu sais toujours qu'il y a plusieurs méthodes euh, à, à aller regarder quand tu fais un exercice, enfin, qu'il faut te souvenir. Dans un premier temps, dans le tout premier réseau que je t'ai fait, tu sais, il fallait penser au moment, puisque tu avais, si tu veux, une échelle qui tournait autour d'un point. Donc là, il fallait penser au moment. Mais qu'est-ce que tu as en fait dans ton arsenal? Tu as théorème du moment cinétique, tu as seconde loi de Newton, et tu as quoi? Tu as conservation de l'énergie. Eh bien, ici, tu vois que c'est explicitement dit dans l'énoncé que toutes les surfaces en contact avec le bloc sont lisses. Donc, quand tu vois ça, ça doit sonner une petite cloche dans ta tête en disant putain, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement, ça veut dire que l'énergie est conservée. Ok, bah, eh bien, écrivons euh, l'équation qui dicte la conservation de l'énergie. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on sait qu'à au temps initial, E1, E initial si je préfère, c'est égal à uniquement de l'énergie cinétique. Pourquoi? Parce que ta bille a une hauteur nulle. Elle est, suivant l'axe Y, si tu veux, elle est à 0. Donc son énergie cinétique, elle vaut quoi? Elle vaut 1 demi de m v initial au carré. Mais là, tu te dis, ah mais super, putain, parce qu'on connaît v initial. Et oui, c'est génial, on le connaît. Maintenant, ton énergie finale, ça va être quoi? Ça va être 1 demi de m vf au carré, plus l'énergie qui est due à ton potentiel de pesanteur, qui vaut mg, fois h, qui est une certaine hauteur. Et là, tu dis, ouais, mais Nki, pourquoi, en fait, on n'aurait pas une vitesse... pourquoi on a une vitesse ici finale? Pourquoi c'est pas zéro? J'imagine, enfin, c'est une question qui peut être valable, tu vois, tu dis, mais mince, tu sais, souvent tu étudies des problèmes, je sais pas, tu lances une balle en l'air, et puis ensuite tu veux savoir la distance maximale qu'elle a parcourue, et arrive à ce point-là, en fait, eh bien, tu sais que sa vitesse est nulle, du coup son énergie, elle vaut juste mgh, d'accord? Mais en fait, parce que là, tu peux envoyer ta balle suffisamment vite, de telle sorte à ce qu'elle monte, comme ça elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et puis là elle se détache, mais elle a encore de la vitesse, et du coup elle se casse la gueule comme ça. Du coup, la vitesse finale de ta bille, c'est pas nécessairement zéro, tu vois. Parce qu'en se cassant la gueule, elle peut quand même tomber comme ça, puisqu'elle a encore de la vitesse. Fort bien. Continuons. Conservation de l'énergie, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que EI égale EF. Donc on écrit ça. EI égale EF. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que 1 demi de mvi carré égale 1 demi de mvf vf au carré plus mgh. Et là tu te dis, ah fuckerie de merde, on connaît pas h. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la folie. Pas de panique. Pas de panique. H, c'est juste simplement la hauteur de ta bille. Donc attends, on va un peu effacer là parce que le dessin est un peu chargé. Tout ça, ça dégage. Ok. H, c'est quoi? C'est simplement la hauteur de ta bille. On la chope ici. Hop. Ça, c'est H. Et sauf que ça, je pense que c'est un petit trick que tu as déjà vu, tu vois, mais c'est quoi cette distance? Bah, cette distance, c'est tout simplement le rayon de ta boule, qui vaut R, moins cette petite distance-là. T'es d'accord avec moi? Cette petite distance, qu'est-ce qu'elle vaut? Ça, on l'a fait plusieurs fois maintenant, je pense que t'es la bosse. Là, tu vois que c'est le côté adjacent à l'angle. Tu peux directement conclure que ça va être R cos θ. D'accord? Je pense que ça, maintenant, tu maîtrises, t'es la bosse. Et donc, on a juste que H là,
c'est égal à R moins R cos θ, ou bien en factorisant 1 moins cos θ. Donc ça, c'est nickel. On a H, et là tu vas me dire, oh Enki, franchement c'est chelou. C'est chelou, pourquoi? Parce que là tu as retiré une distance, c'est-à-dire que tu as pris ton R et tu lui as retiré ceci. Mais sauf que tu pourrais très justement me dire, connard, ma bille elle peut être là, d'accord? Et dans ce cas-là, sa hauteur, de la même manière, ce serait la hauteur donc qui va d'ici à de là, ce serait H, d'accord? Et sauf qu'on aurait dit que c'est R plus ce petit segment-là. Tu es d'accord avec moi? Sauf qu'en fait, ça revient exactement à la même chose. Si tu veux, tu n'as pas à faire de disjonction de cas. Pourquoi? Puisque tu vois que lorsque en fait on doit passer du signe plus, enfin du signe moins au signe plus, eh bien ça va être à partir de θ est égal à pi sur 2. D'accord avec moi? Sauf que tu peux redéfinir un angle à partir de lorsque θ égale pi sur 2, tu redéfinis un angle phi, et cet angle phi, qui va être celui-ci, eh bien tu peux juste dire que tu as H, donc ton H comme d'habitude ça va être égal, comme on vient de le montrer, c'est R moins R cos θ. Ceci est égal à cos de pi sur 2 plus phi. D'accord? Une fois que ton θ est égal à pi sur 2. Sauf que on sait que cosinus de pi sur 2 plus phi, c'est égal à moins sinus phi. C'est égal à R sinus phi. D'accord? Sauf que là, ton sinus phi, dans ce cas-là, il va être positif, puisque donc on a sinus, si tu veux, je sais pas même comment je peux te convaincre, que quand phi est petit, sinus phi, c'est environ égal à phi. D'accord? Et donc, si phi est positif, eh bien, cette quantité-là est positive. D'accord? Et donc ça va être positif. Donc, tu vois directement que ton H, en fait, ton R cos θ, ton cosinus il va être négatif. Du coup, comme il y a un moins ici, ta quantité va devenir positive. En fait, si tu veux, c'est juste que tu dessines ton cos. Hop. Ouais. Cos de θ et cos de 0, c'est 1. Cos de pi sur 2, qui vaut 1, qui vaut par là, c'est 0, d'accord? Et tu vois que donc, ton cosinus fait ça. Ensuite, il est négatif, d'accord? Jusqu'à... en fait, jusqu'à que tu retournes à moins 3, à 3 pi sur 2, quoi. Pourquoi? Parce que... ouais, il est positif entre 0 et pi, entre 0 et pi sur 2, et ensuite de pi sur 2 à 3 pi sur 2 il est négatif, et puis ensuite, ouais, ok. Voilà, et du coup tu vois bien que ton cosinus va être négatif, et comme tu as un moins devant, eh bien ta quantité h au final, elle va être ajoutée d'un petit bout, et c'est bien pour ça que ici on n'a pas besoin de faire de disjonction de cas en fait. Bon, ça non plus, je crois que j'espère que j'ai été clair. Je suis désolé, j'ai l'impression que mes explications sont pas zinzin, mais au pire, je te réexplique, il n'y a pas de souci. C'est juste voilà pour te dire que une question tout à fait légitime que tu pourrais te poser, c'est t'as dit que c'était R moins une quantité, et sauf que, bien a priori, quand on passe pi sur 2, il faut ajouter une quantité. Sauf que lorsque θ est plus grand que pi sur 2, cette quantité est négative. Du coup, ici, l'effet de ça, c'est bien d'ajouter une distance à R. Voilà. Donc tout ça pour dire que notre h c'est R facteur de 1 moins cos θ. Alors on réécrit ça. 1 demi de mvi carré égale 1 demi de mvf carré plus mg. H c'est quoi? C'est, on vient de le dire, R facteur de 1 moins cos θ. Et là tu dis fuck, c'est quoi cos θ? Eh bien magie soudaine, on l'a directement par le fait qu'on a simplifié pour n égale à 0, que cos θ, c'est égal, c'est juste ici. On n'a que cos θ, bien sûr on travaille toujours avec le θ étoile ici, que cos de θ étoile. Pourquoi on travaille toujours avec le cos de θ étoile? Parce que c'est le même θ à partir duquel on ne va plus appuyer sur l'arc de cercle. Ça simplifie, ça simplifie. La cos de θ étoile qui vaut quoi? Qui vaut R sur G, θ point étoile au carré.
Et là, il faut juste être un peu... Enfin, malin, je sais pas si c'est le mot, juste se souvenir de son cours. Rappel, en polaire, lorsque lorsque ton rayon est constant, ta vitesse V, c'est égal à quoi? C'est égal à R θ point. Ok. Du coup, ta vitesse finale ici, c'est R θ point étoile. Du coup, ta vitesse finale au carré, c'est R carré θ point étoile au carré. Et maintenant, tu remplaces ton θ point au carré ici. Donc, on n'a que cos θ étoile. Cos θ étoile, c'est égal à quoi? C'est égal à R sur G fois donc θ point étoile au carré. Donc, ça nous fait du VF au carré sur R au carré. Ok. J'ai juste remplacé le θ point étoile au carré. Ça nous donne VF carré sur GR. Nickel. Voilà. Et là, tu vois que tu es royal. Pourquoi? Parce que tu as une équation du premier degré à une inconnue. On a un demi de mvi au carré. Parce que toi, ce que tu cherches, c'est ta vitesse finale. Pourquoi tu cherches ta vitesse finale? Parce que déjà, c'est demandé dans l'énoncé. Et d'autre part, comme je viens de te le montrer, elle est directement reliée à ton angle maximal, en fait. C'est égal à un demi de mvf carré plus mgr, facteur de 1, moins vf carré sur gr. Donc nickel. Maintenant tu isoles tout, tu veux trouver ton vf carré, donc ça te fait du donc 1 demi de mvi carré moins mgr égale, donc là je vais avoir quoi? Je vais avoir le mg qui se barre à 3 demi de mvf carré. Top, les m ils se barrent, tu vois, on les simplifie, donc on les simplifie. Ça nous donne vf carré est égal à quoi? Donc on multiplie par 2 tiers, ça nous fait 1 tiers, facteur de vi carré, moins gr sur moins 2 gr. Ok, donc ça c'est nickel. Donc ça nous donne vf carré, vf est égal à 1 tiers. Bien sûr, tu prends la solution positive, vi carré, moins... Donc on remplace vi à un moment donné quand même. Vi c'est quoi? C'est ça, donc 0,12. Donc en se rappelant que oméga c'est racine de k sur m. Du coup quand on va le mettre au carré, ça va nous donner k sur m. Donc ça va nous donner 0,12 au carré fois k sur m moins 2gr à la racine. Donc là on a notre vitesse finale. Attends, je vais faire la calculatrice un coup. Donc ça te donne 1,14 mètres. Ok. Donc là tu es dans le bon. Et maintenant on te demande aussi l'angle maximal. Donc ça c'est juste la formule qui est ici. Donc tu sais que cos de θ étoile c'est égal à vf carré sur gr. Donc bien sûr tu peux remplacer la formule vf par ce qui est ici. Mais là on va pas se faire chier, on va directement dire que θ étoile c'est égal à arc cos de vf carré sur gr. Et ça quand tu le fais à la calculatrice, je reviens. Ok, pause, je te présente mes excuses parce que j'ai fait une toute petite... une erreur quoi. En fait quand j'ai projeté uy, quand j'ai dit que je projetais uy sur EREθ, en fait j'ai directement projeté moins EY et pas EY. Du coup j'avais déjà pris en compte le signe moins ici, donc il faut supprimer le moins là. Voilà, c'est tout. Enfin, il y a une petite erreur de signe qui menait à un résultat différent de ce qu'il y avait dans ta correction. Donc voilà, je te présente mes excuses pour ça. Ici on avait EREθ, je répète, c'est juste que si j'avais projeté si j'avais projeté EY, ça m'aurait donné moins cos θ, ER, plus sin θ, Eθ. En fait, en faisant ça, j'ai directement projeté moins EY, et du coup, fallait pas prendre en compte le moins ici. Ok. Voilà. Désolé pour ça. J'espère que ça te passe au calme. Enfin, s'il faut, t'as vu l'erreur avant moi et t'es la bosse.
Et du coup, ici, ça change juste un tout petit truc. Donc ça fait que ici, on a un plus. Ici, on a un moins. Du coup, là, ça change juste le signe. Ici, on a cos θ qui vaut là, il va y avoir un moins. Il va y avoir un moins. Donc là, il va y avoir quoi? Il va y avoir un moins ici. Il va y avoir VF carré est égal à ça, donc θ. Donc il va y avoir un moins là. Voilà. Et un moins là. Du coup, ça a pour conséquence quoi? Alors attends, j'arrive. En fait, excuse, j'ai fait le triangle ultime. C'est juste que là aussi, t'as dû serrer ton crâne un peu. C'est juste que du coup, là, ça donne plus. Et là, ça fait bien 3,5. Je suis retombé sur mes pattes, hein. Je sais pas comment. Ok. Donc là, c'était bien. Ensuite, la suite est juste. Mais donc là, c'est bien plus qu'il faut ici qui nous donne le 3,5. Donc ça nous donne 1,14 m. Et là, si tu mets le signe moins, du coup, parce que on a cette formule-là, ça te donne 112,45 degrés. C'est donc résultat VF égale 1,14 m et θ étoile égale 112 degrés. Voilà, désolé pour ce petit cafouillage à la fin là, j'espère que ça t'a pas trop perturbé, mais je t'envoie un snap pour te dire que j'ai fait faux, mais bon là ça fait déjà 46 minutes de vidéo. Je vais pas refaire. Du coup, voilà. Maintenant, t'es paré pour tes examens, tu vas tuer ça. Et voilà quoi, du coup, cet exo était un petit peu plus délicat que les autres, bah, c'est pour ça que la vidéo est plus longue, j'essaie d'expliquer un maximum. Peut-être que mes explications n'étaient pas les plus incroyables du monde des os. Mais ouais, il faut bien retenir en fait quand t'as des trucs comme ça que t'as deux parties dans l'évolution du mouvement. Première partie où t'es là et tu chopes ce qui vient du ressort. Et deuxième partie où t'es plus attaché au ressort et donc t'as d'autres forces qui rentrent. Enfin, t'as plus un mouvement unidimensionnel, etc. Donc voilà, d'abord tu trouves la loi du mouvement sur la première partie quand c'est lié au ressort. Ça te donne la vitesse initiale. Cette vitesse initiale, tu vas t'en servir dans la conservation de l'énergie. Cette conservation de l'énergie, elle te donne une formule où il y a un cosinus de θ étoile. Sauf que ce cosinus de θ étoile, comment tu le trouves? C'est en posant seconde loi de Newton, en posant la condition que la normale, la réaction devient nulle. Et donc voilà, j'espère que c'est tout bon pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas vraiment. Et voilà, je t'embrasse. Bon courage pour ton examen, tu vas tuer ça.